Imagine ça, un homme en complet sombre, chapelet dans la poche gauche, whisky dans la droite. Devant la caméra, on voit un sourire fin, tranquille, presque paternel, et dans son ombre, on entend le déclic d'un cadenas qui se referme, le murmure d'un confessionnal, et le froufrou d'une robe qui s'efface dans un corridor d'hôtel. C'est l'histoire d'un Premier ministre qui se disait gardien de la morale, et d'un célibataire endurci dont le charme discret enivrait. Les salons privés, les loges de théâtre, les soupers arrosent après les discours. Maurice Duplessis. Le chef. Le dernier seigneur d'un vieux Québec où l'église dominait les cœurs et la police surveillait les portes de service. Il défendait l'ordre, il prêchait la retenue. Mais loin des estrades, les rumeurs couraient vite, avec des talons hauts. On est à Trois-Rivières, au tournant du siècle. Les rues sentent le bois frais, la rivière court large, et les boutiques ferment tôt le samedi pour laisser place aux cloches du dimanche. Dans ce décor, Maurice grandit comme on taille une pointe de couteau, affûte, silencieux, déterminé à percer. Avocat avant d'être tribun, il apprend au lacet et la coulisse, la phrase qui frappe et la poignée de main qui attache. Son talent n'est pas bruyant, il est tenace. Ceux qui l'approchent racontent que son regard pèse, jauge, calcule, puis s'adoucit d'un trait d'esprit. Une blague bien placée, un compliment pas trop appuyé et des jalons se sent choisis, utiles, redevables. Les femmes le remarquent, évidemment. Pas pour la beauté de cinéma, mais pour cette attention soigneuse, cette courtoisie d'un autre âge, la promesse qu'en sa présence. Rien ne dérapait, à moins qu'il ne le veuille. C'est qu'à l'époque, la politique est un théâtre de miroirs. Les journaux peignent des héros et des traîtres, les cures prêchent la tempérance, les industriels réclament la tranquillité, et le peuple, lui, demande des routes, de l'électricité, du pain sur la table. Duplessis voit l'échiquier. Il comprend que l'autorité tient au récit plus qu'à la force. Alors il construit un personnage, sobre en public, spirituel en prive, puritain le matin, pragmatique le soir, défenseur de la tradition, et conteur qui sait faire rire une salle entière autour d'une bouteille bien gardée. Son célibat devient un atout. Sans épouse, sans enfant, il est, à la nation, tout entière. Il ne s'appartient qu'à sa fonction, du moins en apparence. Car l'absence d'anneau, dans une société où l'anneau compte, laisse place au mystère. Et le mystère, lui, attire. Pourtant, ce n'est pas par la romance qu'il se hisse au sommet, c'est par la discipline. On le voit au Parlement, nerveux, précis, le dossier serre, la voix nasale qui claque comme une règle sur un pupitre. Il pourfend ses adversaires d'une ironie sèche et d'une mémoire féroce. Les alliances se font et se défont, mais Duplessis demeure, vice à ses convictions publiques, l'autonomie provinciale, l'ordre social. L'influence essentielle, dit-il, de l'Église. Dans cette posture, les femmes existent surtout comme figures de vertu qu'on loue sur l'estrade, les mères, les institutrices, les infirmières en cornette. Il les salue avec une galanterie irréprochable, mais il garde ses secrets dans la doublure de son veston. Dans les coulisses, les rumeurs naissent comme de la buée sur une vitre froide. On raconte des soupers tardifs où s'entremêlent les rires et la fumée, des loges où une main gantée effleure une manche noire, des séjours de campagne où la discrétion fait loi. Est-ce qu'il y eut des amantes? Ceux qui jurent savoir parlent bas, sans donner de nom. Les témoins sérieux, eux, disent qu'il était prudent à en être exaspérant, qu'il n'aimait rien tant que maîtriser l'image. Un homme qui enlevait sa casquette en entrant chez les sœurs ne s'aventure pas à laisser traîner un parfum sur son par-dessus. Mais un charmeur qui s'est écouté, vraiment écouté, ne manque jamais d'être attendu. La vérité, ici, ressemble à ces corridors d'hôtel à la moquette avalant les pas, on sait qu'il s'y passe quelque chose, on entend que le doux chuintement du secret. Coupé. Champ large, la foule, les affiches, les plumes des chapeaux qui tremblent comme des drapeaux miniatures. On est à l'ère des meetings immenses, des gradins satures, de la sueur et de la ferveur. Duplessis arrive tard, exprès. Il traverse l'axe central sous des applaudissements qui ont déjà pris de l'élan. La salle abute, l'orateur, lui, pas encore. Il grimpe, salue, ajuste ses lunettes, plante une phrase d'ouverture comme un clou, puis raconte une anecdote locale qui fait rire le dernier rang. C'est une vieille technique, mais chez lui elle devient une arme, rire, puis silence, sourire, puis coup de règle. Le tempo hypnotise. À la sortie, les hommes promettent des votes, les femmes glissent des mots gentils.
Il répond avec cette politesse qui laisse croire à chacun qu'il a été vu. Et plus loin, derrière la salle, une auto attend, moteur tournant, fenêtre arrière entrouverte. Dedans, la nuit. Si l'on cherche les femmes dans sa vie, il faut aussi les chercher dans son système. La province, c'est un tissu serre de paroisses, d'œuvres charitables, de ligues de tempérance, d'écoles ménagères et de comités. Duplessis, chef d'orchestre, s'appuie sur cette trame. Il finance, il rend visite, il félicite. Dans ses réseaux, les femmes sont relais et vigient, elles voient ce qui bouge, elles savent qui a besoin, elles rapportent qui murmure. Avec elles, il parle de moralité, de respect, de stabilité. Il protégeait l'image d'un Québec range, digne, presque monastique, et l'on oublie alors que les monastères, eux aussi, ont des couloirs où l'on circule sans bruit. Ici, la tension grandit, plus la façade est impeccable, plus l'on soupçonnait les arrière-scènes. C'est dans ce contraste que naît le « choc Duplessis ». Le jour, il met des cadenas symboliques sur ce qui scandalise, le communisme, la subversion, les spectacles jugés trop audacieux. La nuit, il réserve une table à l'écart, reculée, là où les serveuses savent déposer une bouteille sans sonner la porcelaine. Le jour, il exalte la famille traditionnelle. La nuit, il rit franc aux blagues un brin salé de ses lieutenants, sans jamais, ou presque, se compromettre lui-même. Son art n'est pas d'éviter la tentation, son art est d'écrire le scénario où la tentation n'a pas de témoin. La rumeur aime cet art, elle l'enveloppe, elle l'amplifie, elle fait de Maurice un personnage romanesque, moitié confesseur, moitié noceur invisible. Et l'auditeur, nous, on tend l'oreille, qu'y a-t-il derrière la porte capitonnée? La biographie officielle raconte l'ascension, l'exercice prolonge du pouvoir, la province modernisée à pas mesure, le partenariat. Serre avec l'Église, la police qui veille, parfois trop, la main qui donne et la main qui reprend. On y trouve le jeune avocat devenu tribun, le stratège d'estrade, l'homme qui aime les chiffres, les dettes qui s'alignent et se renégocient. Les routes qui se tracent, la campagne qu'on électrifiait comme on allume des cierges dans un cœur sombre. On y trouve aussi ce célibataire impeccable qui, délibérément, ne se marie pas. Était-ce la conviction, la prudence, la liberté? Ceux qui le côtoyaient disent qu'il se moquait des conseils sur l'avantage politique d'une épouse. Il jugeait que sa vie appartenait à sa mission, et qu'une alliance au doigt serait une chaîne à la cheville. D'autres menaient la danse, lui tenaient la musique. Et pourtant, des images s'imposent. Une fin de soirée à Québec, neige mouillée, lampadaire blanc. Une sortie de théâtre, escorte légère, manteau de fourrure au coude. Duplessis s'incline, sourit, laisse passer. Une main délicate effleure sa manche, un remerciement bas, comme un soupir. La voiture est propriétaire de la nuit, le chauffeur ne regarde jamais dans le miroir. L'homme s'assied, referme la portière, et au moment où le moteur se tend, un rire clair s'éloignait sur le trottoir. Était-ce une amie, une admiratrice, une protégée? La chronique se tait, la fiction insiste. Et c'est dans cet interstice que s'installe notre récit, entre la biographie vérifiable et la rumeur plausible. Il y a la matière. D'un roman vrai, pas pour salir, mais pour comprendre la mécanique d'un pouvoir qui se nourrit autant de symboles que de lois. Car si l'on veut saisir Duplessis et les femmes, il faut écouter ce que lui-même offrait en spectacle, une morale verticale. Un ordre public ferme, et, en contrepoint, une courtoisie insistante envers celles qu'il appelait les « dames ». Il savait regarder sans dévorer, complimenter sans s'attarder, promettre sans écrire, et c'est précisément cette tenue qui attisait l'imaginaire. Les hommes publicitaires vendent des images, Duplessis vendait l'idée qu'il n'en avait pas. Le célibat parfait comme un miroir sans trace. Mais rappelez-vous, plus un miroir est poli, plus il reflète la moindre lueur derrière nous. Le Québec de son époque est un monde d'ambivalence. On construit des écoles, mais on censure des livres. On pave des routes, mais on verrouille des portes. On bénit les mariages, mais on chuchote derrière les éventails. Et dans ce monde, un premier ministre sans épouse devient une énigme collective. Les matrones analysent ses habitudes, les journalistes observent ses entrées et sorties, les opposants insinuent sans s'avancer. Cette attention n'a rien de gratuit, elle traduit la peur d'un pouvoir trop personnel, trop secret, trop maison. Elle trahit aussi la fascination pour la figure du chef impeccable, celui qui sort d'un banquet sans une tache sur la cravate. C'est là que commence notre montée dramatique. Car derrière l'icône, l'homme fatigue.
La politique use la voix, l'éveil use les nerfs. On le voit parfois, tard, le regard un peu vitreux, retenant le fil d'un discours par pure habitude, et c'est alors qu'une présence douce près de lui, qu'une secrétaire loyale, une admiratrice persuasive, une amie de longue date, pose une main sur son coude pour le ramener au point. Geste infime, mais révélateur, même les solitaires ont des constellations. Plus tard, dans un bureau où l'odeur de tabac a longtemps remplacé celle de l'encre, la porte se referme et les voix deviennent basses. On parle d'un dossier, d'une nomination, d'un hôpital à financer, d'un couvent à réparer. On rit un peu, on se confie vite, et l'horloge du couloir râle une heure. Qu'on ne se méprenne pas, dans ce récit, nous ne chercherons pas le scandale comme une proie. Nous chercherons la logique intime d'un pouvoir qui a fait de la pudeur son armure et du secret sa respiration. C'est un art de vivre et de gouverner, mais c'est aussi une tension permanente. Plus on serre l'étau public, plus on a besoin d'oxygène prive. Plus on exige des autres une discipline impeccable, plus on s'accorde à soi-même des marges minuscules, mais vivantes. Et n'est-ce pas là, au fond, que les femmes anonymes, dignes, parfois complices d'une discrétion nécessaire, on traverse la vie de Duplessis. Elles sont silhouettes, confidentes, témoins du costume décroché du porte-manteau après minuit. Alors on va procéder par couches, comme on soulevait une tapisserie sans tout déchirer. D'abord l'enfance et la formation, comment un garçon de paroisse est devenu un maître des salons et des estrades, et comment, tout. De suite, l'ombre du célibat redessine sa place dans une société obsédée par la famille. Ensuite, l'ascension, les campagnes électorales haletantes, les promesses de modernité rangées, les pactes avec les forces sociales. Et quelle présence féminine, concrète ou symbolique, entourait cette marche. Puis le règne, avec ses fidélités et ses mises à l'écart, ses protections et ses châtiments, ses fêtes prudentes et ses soirs trop longs. Enfin, la fin de parcours, quand le grand ordonnateur sentit la fatigue, la solitude scintillante des chambres officielles, et cette question qui ne le quitta plus, qu'est-ce qu'on emporte, quand on a préféré le pouvoir à la famille, la discrétion au récit commun. Revenons à la première couche, celle qui conditionne tout le reste, l'apprentissage du masque. Maurice comprend très tôt qu'au Québec, à cette époque, l'homme public doit être une statue mouvante, assez humaine pour serrer des mains, assez froide pour n'avouer rien. La sensibilité, il la garde pour le prive et le prive, il le garde pour quelques personnes seulement. Paradoxalement, cela le rend plus accessible en surface, il écoute avec une attention presque pastorale. Les femmes âgées du public le trouvent, gentil garçon, les plus jeunes le trouvent, bien élevé. Lui, il prend note. Les alliances, souvent, commencent par un regard franc et une promesse simple, je m'en occupe. Et, trop souvent, il s'en occupe vraiment. Cette fidélité construira sa légende de protecteur. Elle lui fournira aussi, dans une société régie par des réseaux d'entraide féminins, un capital affectif difficile à mesurer. Mais la retenue a un prix. Elle fabrique la solitude comme une piste d'orfèvrerie. Un homme sans foyer propre doit emprunter ceux des autres. Il devient expert des « entre-deux », antichambres, cuisine de salle paroissiale, petit salon derrière les scènes. Là où la musique baisse, où les conversations s'amollissent, où la cruche d'eau se remplit pendant qu'au loin on ouvre une autre bouteille, Duplessis excelle. Il dit une confidence qui n'engage à rien, il pose une question qui valorise, il remercie avec une nuance qui fait rosir les joues. On ligne la soirée d'un trait de chaleur, et l'on repart avec l'impression d'avoir touché l'homme, pas seulement le chef. Dans ce ballet, plusieurs femmes auront tenu, anonymement, le rôle de balancier. Elles maintiennent le rythme, s'assurent qu'aucune situation ne dérapait, proposent une sortie au bon moment. On n'écrit pas leur nom, on reconnaît leurs gestes sûrs. Il y a aussi la ville de Québec, théâtre continu de cette élégance étouffée. Les couloirs feutres, les planchers craquants, les téléphones noirs qui sonnent bas. Les hôtels où l'on réussit l'exploit d'être à la fois public et secret, les restaurants où les banquettes de cuir avalent les confidences. On y croise des artistes, des entrepreneurs, des prélats, et oui, des femmes de caractère qui naviguent ces eaux avec une intelligence vive. Duplessis, ici, ne séduit pas comme un Don Juan, il se laisse approcher comme un pôle magnétique. Et c'est peut-être cela, la clé de son rapport aux femmes, il les respecte avec les codes de son époque, mais il compte sur elles pour huiler sa machine sociale. Il ne leur confie pas le volant de l'État, non, le siècle n'y est pas, mais il leur confie, sans le dire, la boussole des humeurs. Tout cela,
souvenons-nous, bas sous une surface impeccable. Dans les journaux du matin, on lit les décrets, les subventions, les visites officielles. On ne lit pas la chaleur d'une conversation à voix basse dans une loge de théâtre, ni la précision d'un regard échange dans un corridor de marbre. On ne lit pas le frisson statique quand, après un gala, quelqu'un dit « on va raccompagner M ». Le Premier ministre, et que 2 ou 3 silhouettes se détachent du groupe, comme par chorégraphie. Rien de scandaleux, juste de l'ordinaire du pouvoir, cet ordinaire qui s'écrit rarement, mais qui conditionne tout. C'est dans cet ordinaire que se cache la véritable intrigue, pas des trahisons flamboyantes, pas des passions dévastatrices, mais un réseau sert d'attention, de silence, de gestes compatibles avec la morale affichée, et pourtant si humain qu'il nous rapproche du cœur battant de l'homme. Alors, tenez cette image jusqu'à la prochaine respiration, un salon Lambris, une horloge qui compte les minutes avec la patience d'un vieux notaire, une lampe verte qui jette sur le tapis une lumière de théâtre. Maurice Duplessis penche sur un dossier, relève la tête. On vient d'entrer. Une voix, claire, posée, annonce une visite, de la part des dames de. Il sourit, lisse sa cravate, range ses lunettes. Les portes s'ouvrent comme un rideau. Et la scène recommence, encore, cette fois avec, dans l'air, ce parfum léger et tenace qui accompagne les personnages secondaires indispensables. Dans la mécanique du chef, elles sont les rouages qu'on ne voit pas, celles qui font tourner la grande horloge sans jamais figurer sur le cadran. Imagine l'odeur, tabac blond, cuir chaud, papier froisse. Un soir d'hiver à Québec, la neige colle aux semelles. On referme une porte capitonnée. Et là, sans témoin officiellement, commence la chorégraphie d'un homme qui gouverne à la montre et respire à la pénombre. Le jour, il brandit la vertu. La nuit, il dose le mystère. Ce balancement, c'est son métronome. Pour comprendre Maurice Duplessis dans ses relations avec les femmes, avec l'Église, avec la province entière, il faut entendre ce tac-tac régulier, promesses publiques, faveurs discrètes, sermons à l'estrade, rire au vestiaire, moralité, proclamée, confidence feutrée. Et quand une silhouette féminine entra pas souple, l'air change. Non pas scandale, chorégraphie. Une main sur un dossier, un conseil souffle, un « prenez soin de vous, M ». Le Premier ministre. Ce sont des gestes qui huilent la machine et que la chronique officielle ne note jamais. Sa montée, d'abord. Trois-Rivières comme rampe de lancement, le barreau comme salle d'échauffement, puis la grande scène du Parlement. Il forge sa voix, nasale, pince sans rire, capable de pivoter d'un trait d'esprit à une gifle rhétorique. Il forge aussi sa persona, le célibataire qui appartient à tout le monde et à personne. Ce statut n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Dans un Québec obsédé par la famille, il devient l'exception utile, le « tuteur » de la grande famille provinciale. Et autour de ce tuteur, des tiges souples se placent, secrétaires d'une loyauté d'acier, militantes paroissiales qui savent rendre. Un rendez-vous invisible, journaliste sensible à un mot aimable glisse au bon moment. Pas d'aveu, pas de lettres compromettantes, juste un style, courtoisie, écoute, retrait avant l'ombre portée. Le pouvoir, chez lui, est une partition à plusieurs voix. La voix de l'Église, d'abord, qu'il amplifie. Visite au couvent, bénédiction inaugurale, cornette au premier rang, il sait que l'encens fait baromètre. Et là encore, la présence féminine n'est jamais loin, religieuse gestionnaire d'hôpitaux, directrice d'école, dame patronesse des œuvres. Il les félicite, les finance, leur donne de l'oxygène budgétaire, et elle, en retour, offre un capital moral. Duplessis admire ces femmes d'ordre, elles cadrent son récit, stabilité, abnégation, service. Dans ce miroir, son célibat devient presque un vœu. À la radio, on entend un chef, propre. Dans les salons, on voit un homme que des femmes respectables respectent. C'est une architecture. Puis la voix de la loi. La célèbre manie du cadenas, verrouiller le danger, fermer les portes au tumulte. À l'époque, ça rassure une partie de la population. Et, dans l'ombre proche, les femmes d'une province inquiète soufflent le besoin d'ordre, mères de famille qui craignent la misère. Institutrices qui veulent des classes calmes, infirmières qui demandent des moyens. Maurice écoute et traduit ça en décret. Pour elle, il devient le rempart, et une dette affective se crée. Ce n'est pas de la séduction au sens romanesque, c'est de la séduction au sens politique,
être celui qui règle, qui protégeait. Les rumeurs de cœur passent au second plan, parce que la fonction caresse déjà l'imaginaire. Et pourtant, les soirs existent. Les soupers tardifs existent. Les hôtels de Québec, de Montréal, les loges de théâtre, autant de scènes où le chef sait baisser la garde sans tomber l'armure. L'étiquette est immuable, on s'assoit en bout de table, jamais au centre, on rit du bon mot, jamais de soi-même, on quitte avant. Les autres est par une porte de service, qu'on appelle, en reproche, la porte de la dignité. C'est dans ces soirs-là qu'apparaissent, comme des notes claires dans un morceau grave, des femmes à voix douce et tête froide. Une secrétaire qui connaît le code du silence mieux que celui du veston, une amie de longue date qui rappelle un rendez-vous médical. Une admiratrice qui porte jusqu'à lui les humeurs d'une région et repart avec une promesse chuchotée. Rien n'est écrit. Tout est chorégraphie. On dit qu'il avait une mémoire pour les noms étonnantes, surtout les prénoms. À une époque où l'on tutoie rarement en public, il savait personnaliser chaque poignée de main. Madame X, comment va votre petite aile? Ce genre d'attention, chez un homme célibataire, devient un art de la proximité sans familiarité. Les femmes y entendent un respect réel. Les hommes y entendent une méthode. Les deux ont raison. Parce que Duplessis avance toujours à deux vitesses, l'affect qui enveloppe, la décision qui tranche. Quand une œuvre féminine réclame un bâtiment, il écoute la cause, puis calcule la circonscription. Si l'addition donne, oui, le chèque part. Les bénéficiaires voient la générosité, les adversaires voient le clientélisme. À la vérité, c'est un tissage serre, grasse et tricot. Ce tissage va se tendre pendant les campagnes. Imaginez la tournée, wagon qui grince, estrade mobile, salle paroissiale parfumée au café. Partout, des comités de dames préparent sandwichs et fleurs, organisent le protocole, installent la photo du chef à côté du drapeau. Cette logistique féminine, quasi invisible, est une armée en tablier. Duplessis le sait, il l'honorait, discours d'ouverture avec salutations spéciales, poignées de main prolongées, remerciements qui font rougir des équipes entières. C'est politique, oui, mais c'est aussi sincère, l'homme a besoin de cette douceur encadrée pour compenser la brutalité des affrontements. Les mêmes mains qui déposent un bouquet devant la tribune resserrent la cravate du chef dans un corridor sans témoin. Et quand on remonte en voiture, tout le monde comprend que le cœur bat moins vite. Il faut parler des fissures, maintenant, parce que c'est là que le contraste prend couleur. Les grèves, les affrontements, la poussière blanche d'une ville d'industrie qui s'étouffait. Le chef, amateur d'ordre, fait face aux colères populaires. Et dans ces moments, l'alliance avec l'Église craque par endroits. Une partie du clergé soutient les travailleurs, une autre prêche l'obéissance. Cette dissonance, autour d'hommes en soutane, se répercute chez des femmes en tailleur. Dans les cuisines, on discute, dans les salles paroissiales, on s'écharpe à voix basse. Certaines admiratrices de toujours, mères de famille modestes, parlent d'injustice. D'autres, gardiennes d'une morale d'avant, craignent le chaos. Duplessis reçoit ses échos par l'entremise de femmes de confiance. Elles ne font pas que porter des fleurs, elles portent la météo de la province. Et puis, la solitude. Elle s'installe comme un meuble lourd au milieu du salon. On ne la voit pas tout de suite, mais elle est là. Le célibat qui donnait de l'agilité devient parfois une chambre d'écho. Les soirs de victoire, il y a du monde, les nuits de doute, il y a le silence. C'est dans ces creux que la présence féminine prend une nuance plus intime, sans forcément virer à la romance. Une voix amie au téléphone tard, un billet manuscrit glisse dans un dossier, dormez un peu. Une visite brève, 2 tasses, presque rien. Les biographes retiendront la décision politique, les témoins retiendront le geste, une main qui reste un peu plus longtemps sûre. Une manche pour dire « courage ». Ce minimum de tendresse autorisé, calibré pour ne jamais devenir histoire, semble avoir été la soupape d'un homme qui n'ouvrait jamais la vanne. On raconte aussi des prudences obsessionnelles. L'entretien de la réputation, chez Duplessis, frôlait la liturgie. Pas de déplacement improvise, pas de billets sans paraphe, pas de correspondance ambiguë. Les cadeaux? Codifient. Les invitations? Filtrées. Les photos? Mesurées. Dans ce protocole, les femmes proches, secrétaires, organisatrices, amies, jouent le rôle de gardiennes du temple. Elles savent où poser un rideau, quand éloigner une caméra, comment dire « aime ». Le Premier ministre est fatigue,
avec un sourire qui interdit la relance. Ce travail, invisible et féminin, n'est pas que de la décoration, c'est de la construction d'images. Et lui, qui se prétend maître de sa légende, s'y abandonne avec la confiance d'un homme qui sait qu'on le comprend au quart de mot. Il y a pourtant l'autre côté de la vitre. Des adversaires qui insinuent. Des éditorialistes qui griffent. Des histoires qui circulent à basse température, une table au fond d'un restaurant, un rire clair, une voiture qu'on ne plaque jamais. Un étage d'hôtel qu'on dit « réserve pour la délégation ». Là-dessus, Duplessis tient sa ligne, silence. Le silence, au fond, est sa meilleure oraison. Il ne dément pas, il n'avoue pas, il traverse. Et le public, blase par les commérages, garde de lui l'image maîtresse, celle d'un célibataire courtois qui, quoi qu'on dise, paraît dormir seul sous une couverture de laine grise. Cette indécision, ce flou volontaire, protégeait autant l'homme que les femmes de son orbite. Il y a là une forme de respect, ou de prudence, ou des deux. Parlons du style. Pas celui des costumes, mais celui du rapport humain. Maurice pratique une écoute qui flatte. Il ne promet pas la lune, il promet le téléphone de demain matin. Et il rappelle. Dans une époque où tant de grands oublient les petites, il ne se permet pas cet oubli-là. Les infirmières d'un hospice reçoivent des draps, les institutrices d'une paroisse reçoivent une visite, un comité de maire obtient de l'éclairage pour une rue dangereuse. Ce sont des gestes concrets, presque prosaïques. Ils font d'une fidélité qui n'est pas glamour, mais tenace. Et dans le chuchotement de ces réseaux féminins, le chef devient, attention aux mots, attachant. Voilà le paradoxe, l'homme qui verrouille des portes gagne des cœurs en les tenant ouvertes là où ça compte, dans le quotidien. Le prix de cette politique, c'est la fatigue. Les tournées, les banquets, les joutes parlementaires rongent la voix, les nerfs, le sommeil. Le whisky, compagnon discret, chauffe la solitude quand elle mord trop fort. Et plus l'âge avance, plus l'agenda se remplit de « contrôle », mot pudique pour dire « le corps réclame ». Là encore, une petite constellation féminine veille, la secrétaire qui garde des pilules dans un tiroir, l'ami qui voit tous deux. Suite que la cravate serre trop, la militante qui force une pause en déposant une assiette fumante devant lui. Le chef a cette grâce, il sait dire merci d'un regard. On ne saura pas toujours leur nom, on saura que, sans elle, la machine aurait chauffe rouge. Enfin, il y a l'esthétique d'un temps qui change et qui craque. Les jeunes, les artistes, des femmes plus libres qu'hier, veulent rire autrement, aimer autrement, travailler autrement. Devant cette nouvelle cadence, Duplessis ralentit le tempo. Il croit à son monde, il le défend, il l'arpente. Les nouvelles voix le trouvent date. Lui se sent gardien, pas geôlier. Entre ces deux impressions, une province se prépare à tourner la page. Et c'est là, exactement là, que la tension de notre récit appuie une dernière fois sur la corde. Qu'advient-il de l'homme quand la musique change? Que reste-t-il du célibataire qui avait fait d'une époque sa compagne? La réponse arrive à pas feutre, une soirée plus lourde que les autres, une respiration plus courte, une main qui tremble en signant. On devine les silhouettes autour, les mêmes qui, depuis des années, veillent sans paraître. Une dit, c'est assez pour ce soir. Une autre ferme un dossier. Un rire discret essaie de percer la buée du moment. Dehors, il neige sur des trottoirs qu'on attend foule. Et nous, qui suivons la trace depuis le début, on comprend que l'énigme Duplessis, l'homme public de fer, est le prive cousu de fil. Invisible touche à sa zone de crépuscule. Rien de spectaculaire, toujours la retenue. Mais une vérité nue, même les forteresses ont besoin de mains humaines pour tenir leurs portes. Imagine l'odeur, tabac blond, cuir chaud, papier froisse. Un soir d'hiver à Québec, la neige colle aux semelles. On referme une porte capitonnée. Et là, sans témoin officiellement, commence la chorégraphie d'un homme qui gouverne à la montre et respire à la pénombre. Le jour, il brandit la vertu. La nuit, il dose le mystère. Ce balancement, c'est son métronome. Pour comprendre Maurice Duplessis dans ses relations avec les femmes, avec l'Église, avec la province entière, il faut entendre. Ce tac-tac régulier, promesses publiques, faveurs discrètes, sermons à l'estrade, rire au vestiaire, moralité, proclamée, confidence feutrée. Et quand une silhouette féminine entre pas souple, l'air change. Non pas scandale, chorégraphie. Une main sur un dossier, un conseil souffle, un
prenez soin de vous, M. Le Premier ministre. Ce sont des gestes qui huilent la machine et que la chronique officielle ne note jamais. Sa montée, d'abord. Trois-Rivières comme rampe de lancement, le barreau comme salle d'échauffement, puis la grande scène du Parlement. Il forge sa voix, nasale, pince sans rire, capable de pivoter d'un trait d'esprit à une gifle rhétorique. Il forge aussi sa persona, le célibataire qui appartient à tout le monde et à personne. Ce statut n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Dans un Québec obsédé par la famille, il devient l'exception utile, le « tuteur » de la grande famille provinciale. Et autour de ce tuteur, des tiges souples se placent, secrétaires d'une loyauté d'acier, militantes paroissiales qui savent rendre. Un rendez-vous invisible, journaliste sensible à un mot aimable glisse au bon moment. Pas d'aveu, pas de lettres compromettantes, juste un style, courtoisie, écoute, retrait avant l'ombre portée. Le pouvoir, chez lui, est une partition à plusieurs voix. La voix de l'Église, d'abord, qu'il amplifie. Visite au couvent, bénédiction inaugurale, cornette au premier rang, il sait que l'encens fait baromètre. Et là encore, la présence féminine n'est jamais loin, religieuse gestionnaire d'hôpitaux, directrice d'école, dame patronesse des œuvres. Il les félicite, les finance, leur donne de l'oxygène budgétaire, et elle, en retour, offre un capital moral. Duplessis admire ses femmes d'ordre, elle cadre son récit, stabilité, abnégation, service. Dans ce miroir, son célibat devient presque un vœu. À la radio, on entend un chef, propre. Dans les salons, on voit un homme que des femmes respectables respectent. C'est une architecture. Puis la voix de la loi. La célèbre manie du cadenas, verrouiller le danger, fermer les portes au tumulte. À l'époque, ça rassure une partie de la population. Et, dans l'ombre proche, les femmes d'une province inquiète soufflent le besoin d'ordre, mères de famille qui craignent la misère. Institutrices qui veulent des classes calmes, infirmières qui demandent des moyens. Maurice écoute et traduit ça en décret. Pour elle, il devient le rempart, et une dette affective se crée. Ce n'est pas de la séduction au sens romanesque, c'est de la séduction au sens politique, être celui qui règle, qui protège. Les rumeurs de cœur passent au second plan, parce que la fonction caresse déjà l'imaginaire. Et pourtant, les soirs existent. Les soupers tardifs existent. Les hôtels de Québec, de Montréal, les loges de théâtre, autant de scènes où le chef sait baisser la garde sans tomber l'armure. L'étiquette est immuable, on s'assoit en bout de table, jamais au centre, on rit du bon mot, jamais de soi-même, on quitte avant. Les autres et par une porte, de service, qu'on appelle, en reproche, la porte de la dignité. C'est dans ces soirs-là qu'apparaissent, comme des notes claires dans un morceau grave, des femmes à voix douce et tête froide. Une secrétaire qui connaît le code du silence mieux que celui du veston, une amie de longue date qui rappelle un rendez-vous médical. Une admiratrice qui porte jusqu'à lui les humeurs d'une région et repart avec une promesse chuchotée. Rien n'est écrit. Tout est chorégraphie. On dit qu'il avait une mémoire pour les noms étonnantes, surtout les prénoms. À une époque où l'on tutoie rarement en public, il savait personnaliser chaque poignée de main. Madame X, comment va votre petite aile? Ce genre d'attention, chez un homme célibataire, devient un art de la proximité sans familiarité. Les femmes y entendent un respect réel. Les hommes y entendent une méthode. Les deux ont raison. Parce que Duplessis avance toujours à deux vitesses, l'affect qui enveloppe, la décision qui tranche. Quand une œuvre féminine réclame un bâtiment, il écoute la cause, puis calcule la circonscription. Si l'addition donne « oui », le chèque part. Les bénéficiaires voient la générosité, les adversaires voient le clientélisme. À la vérité, c'est un tissage serre, grasse et tricot. Ce tissage va se tendre pendant les campagnes. Imaginez la tournée, wagon qui grince, estrade mobile, salle paroissiale parfumée au café. Partout, des comités de dames préparent sandwichs et fleurs, organisent le protocole, installent la photo du chef à côté du drapeau. Cette logistique féminine, quasi invisible, est une armée en tablier. Duplessis le sait, il l'honorait, discours d'ouverture avec salutations spéciales, poignées de main prolongées, remerciements qui font rougir des équipes entières. C'est politique, oui, mais c'est aussi sincère, l'homme a besoin de cette douceur encadrée pour compenser la brutalité des affrontements. Les mêmes mains qui déposent un bouquet devant la tribune resserrent la cravate du chef dans un corridor sans témoin.
Et quand on remonte en voiture, tout le monde comprend que le cœur bat moins vite. Il faut parler des fissures, maintenant, parce que c'est là que le contraste prend couleur. Les grèves, les affrontements, la poussière blanche d'une ville d'industrie qui s'étouffait. Le chef, amateur d'ordre, fait face aux colères populaires. Et dans ces moments, l'alliance avec l'Église craque par endroits. Une partie du clergé soutient les travailleurs, une autre prêche l'obéissance. Cette dissonance, autour d'hommes en soutane, se répercute chez des femmes en tailleur. Dans les cuisines, on discute, dans les salles paroissiales, on s'écharpe à voix basse. Certaines admiratrices de toujours, mères de familles modestes, parlent d'injustice. D'autres, gardiennes d'une morale d'avant, craignent le chaos. Duplessis reçoit ses échos par l'entremise de femmes de confiance. Elles ne font pas que porter des fleurs, elles portent la météo de la province. Et puis, la solitude. Elle s'installe comme un meuble lourd au milieu du salon. On ne la voit pas tout de suite, mais elle est là. Le célibat qui donnait de l'agilité devient parfois une chambre d'écho. Les soirs de victoire, il y a du monde, les nuits de doute, il y a le silence. C'est dans ces creux que la présence féminine prend une nuance plus intime, sans forcément virer à la romance. Une voix amie au téléphone tard, un billet manuscrit glisse dans un dossier, dormez un peu. Une visite brève, 2 tasses, presque rien. Les biographes retiendront la décision politique, les témoins retiendront le geste, une main qui reste un peu plus longtemps sûre. Une manche pour dire « courage ». Ce minimum de tendresse autorisé, calibré pour ne jamais devenir histoire, semble avoir été la soupape d'un homme qui n'ouvrait jamais la vanne. On raconte aussi des prudences obsessionnelles. L'entretien de la réputation, chez Duplessis, frôlait la liturgie. Pas de déplacement improvise, pas de billets sans paraphe, pas de correspondance ambiguë. Les cadeaux? Codifiés. Les invitations? Filtrées. Les photos? Mesurées. Dans ce protocole, les femmes proches, secrétaires, organisatrices, amies, jouent le rôle de gardiennes du temple. Elles savent où poser un rideau, quand éloigner une caméra, comment dire « aime ». Le Premier ministre est fatigue, avec un sourire qui interdit la relance. Ce travail, invisible et féminin, n'est pas que de la décoration, c'est de la construction d'images. Et lui, qui se prétend maître de sa légende, s'y abandonne avec la confiance d'un homme qui sait qu'on le comprend au quart de mot. Il y a pourtant l'autre côté de la vitre. Des adversaires qui insinuent. Des éditorialistes qui griffent. Des histoires qui circulent à basse température, une table au fond d'un restaurant, un rire clair, une voiture qu'on ne plaque jamais. Un étage d'hôtel qu'on dit « réserve pour la délégation ». Là-dessus, Duplessis tient sa ligne, silence. Le silence, au fond, est sa meilleure oraison. Il ne dément pas, il n'avoue pas, il traverse. Et le public, blasé par les commérages, garde de lui l'image maîtresse, celle d'un célibataire courtois qui, quoi qu'on dise, paraît dormir seul sous une couverture de laine grise. Cette indécision, ce flou volontaire, protégeait autant l'homme que les femmes de son orbite. Il y a là une forme de respect, ou de prudence, ou des deux. Parlons du style. Pas celui des costumes, mais celui du rapport humain. Maurice pratique une écoute qui flatte. Il ne promet pas la lune, il promet le téléphone de demain matin. Et il rappelle. Dans une époque où tant de grands oublient les petites, il ne se permet pas cet oubli-là. Les infirmières d'un hospice reçoivent des draps, les institutrices d'une paroisse reçoivent une visite, un comité de maire obtient de l'éclairage pour une rue dangereuse. Ce sont des gestes concrets, presque prosaïques. Ils font d'une fidélité qui n'est pas glamour, mais tenace. Et dans le chuchotement de ces réseaux féminins, le chef devient, attention aux mots, attachant. Voilà le paradoxe, l'homme qui verrouille des portes gagne des cœurs en les tenant ouvertes là où ça compte, dans le quotidien. Le prix de cette politique, c'est la fatigue. Les tournées, les banquets, les joutes parlementaires rongent la voix, les nerfs, le sommeil. Le whisky, compagnon discret, chauffe la solitude quand elle mord trop fort. Et plus l'âge avance, plus l'agenda se remplit de « contrôle », mot pudique pour dire « le corps réclame ». Là encore, une petite constellation féminine veille, la secrétaire qui garde des pilules dans un tiroir, l'ami qui voit tous deux. Suite que la cravate serre trop, la militante qui force une pause en déposant une assiette fumante devant lui. Le chef a cette grâce,
il sait dire merci d'un regard. On ne saura pas toujours leur nom, on saura que, sans elle, la machine aurait chauffe rouge. Enfin, il y a l'esthétique d'un temps qui change et qui craque. Les jeunes, les artistes, des femmes plus libres qu'hier, veulent rire autrement, aimer autrement, travailler autrement. Devant cette nouvelle cadence, Duplessis ralentit le tempo. Il croit à son monde, il le défend, il l'arpente. Les nouvelles voix le trouvent date. Lui se sent gardien, pas geôlier. Entre ces deux impressions, une province se prépare à tourner la page. Et c'est là, exactement là, que la tension de notre récit appuie une dernière fois sur la corde. Qu'advient-il de l'homme quand la musique change? Que reste-t-il du célibataire qui avait fait d'une époque sa compagne? La réponse arrive à pas feutre, une soirée plus lourde que les autres, une respiration plus courte, une main qui tremble en signant. On devine les silhouettes autour, les mêmes qui, depuis des années, veillent sans paraître. Une dit, c'est assez pour ce soir. Une autre ferme un dossier. Un rire discret essaie de percer la buée du moment. Dehors, il neige sur des trottoirs qu'on attend foule. Et nous, qui suivons la trace depuis le début, on comprend que l'énigme Duplessis, l'homme public de fer, est le prive cousu de fil. Invisible touche à sa zone de crépuscule. Rien de spectaculaire, toujours la retenue. Mais une vérité nue, même les forteresses ont besoin de mains humaines pour tenir leurs portes. Imagine la scène, un matin gris de février. La brume colle aux vitres du Parlement comme une main humide. Dans les couloirs, ça parle bas. Des journaux froissent, des gros titres qui crient, des photos de visages noircis par la poussière d'usine. Des hommes en casquette, des slogans peints à la hâte, des femmes qui portent du café dans des thermos bosselés. La province a la gorge serrée. Et au cœur de ce nœud, un homme qu'on croit impassible. Maurice Duplessis penche sur un rapport, l'œil à moitié ferme comme pour écouter mieux le souffle d'une époque qui s'étranglait. Il pose la feuille, ajuste ses lunettes, dit « Faisons le point », d'une voix qui refuse de trembler. Dehors, la neige fend le silence. Dedans, une décision cherche sa forme, et c'est là que notre histoire avance d'un cran, là où la biographie rencontre la respiration. Des maisons, des cuisines, des salles paroissiales, des dortoirs d'hôpital, des loges de théâtre, des corridors d'hôtel. Parce que le pouvoir, désormais, ne se joue plus seulement sur les estrades, il se joue dans les bras fatigues de celles qui tiennent la province debout. Regardez derrière les façades. À l'usine, la poussière blanche colle au pli des chemises, elle entre dans la bouche comme un pain sec. Les hommes tous. Ils réclament plus que de l'air, du respect, des salaires qui tiennent la route, des conditions qui n'étouffent pas les péresses avant 50 ans. Les grèves éclatent, les lignes se forment, la police s'aligne. Au premier rang des regards, des femmes. Elles tiennent les enfants par la main, serrent des foulards contre le vent, apportent des sandwichs et des prières. Les discours cognent contre le froid. Dans ces instants, la province entière apprend un nouveau vocabulaire, prudence, courage, cassure. Et dans les bureaux chauds de la capitale, Maurice pèse chaque mot. Il est l'homme de l'ordre, il a bâti sa maison sur ce pilier. Mais il entend les voix, celles qui montent des cuisines, celles des salles d'attente, celles qui disent « on n'en peut plus ». Entre l'image et l'écho, la corde se tend. C'est ici que les silhouettes féminines prennent le premier rôle, non pas dans les livres d'histoire, mais dans la vie réelle. Colser. Une infirmière qui, après 12 heures de quart, passe par une salle paroissiale pour déposer 2 sacs de farine. Une religieuse qui compte les couvertures dans l'armoire et se demande comment passer l'hiver sans scandale. Une journaliste, jeune, trop jeune pour qu'on la prenne au sérieux, qui note dans un calepin les larmes d'une femme dont le mari a été arrêté. Une avocate rare, mais réelle, qui prépare une motion de dernière minute en équilibre sur une chaise branlante. Et dans ce réseau de gestes, le chef, lui, reçoit des notes sobres, les enfants manquent de lait, la paroisse X est prise à la gorge, un cure parle fort dimanche. Il soupire, lève les yeux au plafond, et demande, qui peut m'en parler sans théâtre? On lui envoie quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est souvent une femme. Elle arrive, s'assoit droit, et dit sans éclat la douleur des siens. Il écoute, pose des questions, coupe une fois pour préciser, puis se tait longuement. Le silence, chez lui, est plus éloquent qu'un serment. La décision tombe rarement dans l'instant. Elle se fabrique comme un meuble, mesure, ajustement, polissage. Pendant ce temps, la rumeur enfle, des mots lourds circulent, répression, provocation,
ordre, justice. Dans une cuisine, une mère cache les larmes devant les enfants. Sur une table, 2 piles, les factures et les lettres de soutien. La province est un grand cœur qui bat trop fort. Duplessis intervient par piliers, la loi d'abord, l'autorité ensuite, la main qui donne là où la faim mord. L'échiquier s'ouvre, pas pour les grévistes, pour les œuvres, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour ces longues chaînes invisibles. 2 femmes qui transforment l'argent en lait, les promesses en bras disponibles. La stratégie est claire, contenir, disperser, sécuriser, et habiller tout ça de respectabilité. Ce n'est pas la compassion spectaculaire, c'est l'administration de la survie. Pendant que la poussière retombe sur les routes du centre, Montréal bat une autre cadence. Les salles de spectacle brillent, les chanteuses tiennent les refrains comme des cordes chaudes. Là aussi, on raconte l'anecdote, le chef à l'arrière d'une loge, discret. Pas de champagne pop, un verre pose sur un apron trop petit. La chanteuse vient saluer, les yeux vifs, un compliment sur la diction, un éclat de rire, un bouquet qui passera demain à l'hôpital d'enfants. On ferme la porte, on parle d'une bourse, d'un théâtre à sauver, d'un orchestre à payer. Les artistes, souvent farouches, apprennent à composer avec l'homme d'ordre, à gratter où la peinture craque, à glisser la demande. Dans une enveloppe de louanges. Et parmi eux, des femmes de tête, directrices, metteurs en scène, voix d'or, savent que le chef préfère la clarté à la plainte. Elles ajustent leur ton, désignent un objectif précis, déplient un budget comme on dépliait un mouchoir amidon. S'il hoche, c'est pour de bon. S'il dit non, c'est non et bonne chance. Dans les couloirs, on l'appelle dur. Dans les coulisses, on le sait constant. Il y a cette autre scène, plus intime, dont personne ne garde d'archives et que tout le monde sait deviner. Un bureau tard le soir, la lampe verte qui fait un halo. Sur la table, 3 dossiers, industrie, éducation, santé. Au dossier santé, un trombone accroche un billet à encre bleue, celle de la maison Saint demande un supplément. Sinon, fermeture d'une salle. M, la lettre tient en 5 lignes. Dessous, un petit dessin maladroit, un soleil. On ne sait pas qui la laisse, une main sûre, mais sans prétention. Duplessis sourit, ou bien il soupire. Peut-être qu'il pense à sa mère, peut-être qu'il pense à rien. Il décrochait le téléphone, demande un nom, dit « je passe demain ». Le lendemain, il passe, s'empresse, et ses règles. On en parlera comme d'une petite attention. C'est plus que ça, c'est un clou de plus dans une architecture d'allégeance affective. Ce va-et-vient entre la tempête et le salon prive et le rythme de sa maturité. Le chef est maître d'un double mouvement, serrer dehors, adoucir dedans. Cette orchestration, des femmes la jouent avec lui, pas en coulisses seulement, mais au premier plan des causes. Elles savent qu'un merci public est une monnaie, elles savent qu'un chèque signe à l'heure où tout le monde dort est une promesse tenue. Elles savent aussi que l'homme a des limites, fatigue, obstination, un goût de la blague qui peut blesser sans qu'il s'en aperçoive. Elles apprennent à lire les signes, la main qui froisse le bord d'un dossier, la tête qui penche un peu trop, la cravate qu'on desserre d'1 centimètre. Elles préparent la sortie, ferment la porte doucement, empêchent la phrase de trop. Ce sont des gestes minuscules qui dessinent une grande image, celle d'un pouvoir masculin maintenu, paradoxalement, par une intelligence féminine de la mesure. Il faut dire le coût humain du masque. Un homme qui ne se marie pas dans une société où tout le monde se marie doit expliquer son silence quotidien. Les soupers de Noël. Chez des amis, chez des proches politiques, rarement chez lui. Les dimanches. En tournée, souvent. Les maladies. Écrites dans l'agenda sous forme de rendez-vous, de pause, de visite privée. Les soirées vides. Elles existent, et dans ces trous, parfois, une voix douce au bout du fil tient la nuit à distance. Qui? On ne le saura pas. Une amie, une secrétaire, une complice de discrétion. Elle forme un chœur sans partition, pas pour chanter l'amour, mais pour chanter la constance. On lui prête des romances, on lui prête des histoires. La vérité la plus probable, et la plus triste, peut-être, c'est une suite d'attaches brèves, serrées, sans avenir, cousues au fil d'or de la prudence. Et puis, il y a les affrontements avec le temps lui-même. Des jeunes arrivent avec des idées plus larges que les routes neuves, liberté, culture, émancipation, rire sans permission. Parmi eux, des jeunes femmes refusent le rôle à signe du cœur discret. Elles parlent,
écrivent, organisent, se heurtent à la vieille pierre d'un édifice que Duplessis garde comme un sacristain zèle. Elle le trouve féodal, il les trouve pressés. Cette friction n'est pas un accident, c'est la charnière d'un siècle. Dans une salle de rédaction, une chroniqueuse signe un papier trop franc, un directeur hésité, publie, et la province lit. Dans un amphithéâtre, une professeure pose une question qui ne s'était jamais posée devant un micro. Dans une paroisse, une mère regarde sa fille et dit sans rire, « Toi, tu vas étudier. » Cette musique nouvelle, le chef la tolérait mal. Non pas par méchanceté, par cohérence. Il voudrait ralentir la valse, le plancher, déjà, accéléré. Les campagnes électorales d'alors sont des marathons avec des pointes de sprint. On prépare les salles, on repasse les drapeaux, les comités de dames décorent des tables avec une précision militaire. Les chauffeurs connaissent les raccourcis de nuit, les policiers apprennent à faire un cordon sans humilier, les organisateurs ont de l'encre sur les doigts et des grains de sucre sur la langue. Et lui, le chef, arrive toujours avec ses 2 minutes de retard calcul qui font monter la rumeur au point juste. Il commence par un mot pour les dames, toujours, c'est sa règle. Dans sa bouche, c'est une clé dans une serrure. La salle s'ouvre, et le discours peut se dérouler, tradition, autonomie, modernisation prudente, péril de l'excès. On pourrait croire que c'est mécanique, c'est musical. Et dans ce public, des femmes de tous âges tièdent la note. Elles sourient aux bons endroits, frontent aux autres, font vibrer les applaudissements là où il faut. Le chef connaît cette partition par cœur, sans elle, elle sonnerait creux. Mais au-delà du théâtre politique, il y a l'autre, le théâtre du théâtre. Dans une ville, un soir, après un spectacle, un après est toujours possible. On a vu l'auto noire glisser à côte d'une porte de service. Un veston qu'on tient par l'épaule, une voix qui dit « Attention au marchepied ». 2 minutes. 3. Un merci qui n'explique rien. Un bouquet oubli sur une banquette. Les hôtels, ces grands confessionnaux laïques, gardent les secrets avec une efficacité plus fidèle que 1000 serments. À cet endroit précis, notre récit aurait pu basculer dans le cancan. Il ne bascule pas. Parce que la chorégraphie de Maurice est trop stricte, et parce que celles qui dansent avec lui savent danser sans faux pas. Le scandale suppose un témoin jaloux, un papier qui traîne, une phrase maladroite. Ici, il n'y a que des silences bien mis et les poignées de main à angle droit. La fin de la décennie approche. Les journées s'étirent, les nuits se raccourcissent, le corps réclame ses intérêts. On voit le chef parfois poser sa paume à plat sur la table comme pour empêcher la terre de tourner trop vite. Les médecins parlent bas, les secrétaires prennent des notes avec une précision maniaque. L'agenda se remplit de « visites privées » qui ne sont plus des mondanités. Et autour de lui, le cœur féminin resserre le cercle. On ne s'en rend pas compte si on regarde les journaux, parce que la légende officielle encaisse les bosses sans changer d'allure. Mais dans les couloirs, on lit les visages, un sourire plus fige, un regard un peu rouge, un pli plus dur autour d'une bouche. Il y a une journée en particulier, pas la dernière, mais une de celles où on sent que la pente est plus raide, où l'on assiste à un rituel discret. Dans un petit salon voisin, 2 femmes ajustent une cravate, lissent un col, soufflent, ça ira. Ce sont les mêmes qui, des années durant, on calibre ses entrées et ses sorties, posent des fleurs à la tribune, replacent des dossiers au millimètre. Elles n'ont pas de titre officiel pour ce geste, elles ont une compétence acquise, tenir un homme debout quand l'histoire exige encore une photo propre. Maurice entre, s'assoit, prend la parole. Sa voix a la même couleur qu'avant, mais une fatigue achante la texture. Les applaudissements couvrent la nuance. Eux ne savent pas, elles savent. On pourrait croire que le chef, sentant la vague, se serait adouci. Il s'est surtout raccourci, comme une corde qui se tend. Moins de mots inutiles, plus de décisions nettes. La province, elle, commence à rêver tout haut à des chemins neufs. Des étudiantes prennent la parole sans demander la permission. Des ouvrières lèvent le poing sans regarder la galerie. Les romances privées, si romance il y a, n'ont pas l'occasion de fleurir, elles s'étiolent à la lumière des ampoules administratives. Alors reste pour lui l'affection qui ne dit pas son nom, une tasse de bouillon déposée au bon moment, un pliage de par-dessus avant. La pluie, un coup d'œil derrière l'épaule quand on monte un escalier trop vite. Cette affection-là, il la prend comme on prend un manteau prête, avec reconnaissance, mais sans s'y installer. Et au cœur de ce 3e mouvement, il y a l'image qui ne nous lâche pas,
un Québec en transition, la main droite sur la poignée. De la porte ancienne, la main gauche qui cherche l'interrupteur d'une piste nouvelle, et, entre les deux, un homme qui tente d'ordonner le passage sans renverser le vase. Autour de lui, des femmes qui ont appris à lire la carte de ces silences. Certaines l'aiment, d'autres le supportent, d'autres s'impatientent. Aucune ne lui est indifférente, pas parce qu'il est un amant de feuilleton, mais parce qu'il est un axe dans une maison où elles vivent. On peut discuter l'axe, on ne peut pas l'ignorer. Le soir descend. Le bureau se vide. Les sabots de pluie laissent près du radiateur on sèche. Sur le porte-manteau, un chapeau attend. Une dernière signature. Un dossier qu'on range. Une poignée de main. Et la silhouette du chef qui s'attarde une seconde, comme pour saisir par où l'histoire va se faufiler quand il ne tiendra plus la serrure. Il ne fait pas de grands adieux, ce n'est pas son style. Il fixe, brièvement, la lampe verte. On pourrait jurer qu'il sourit. Peut-être pense-t-il au couloir d'hôtel, aux salles paroissiales, aux cuisines où on lui a dit des vérités qu'aucun député n'aurait osé formuler. Peut-être pense-t-il à une voix en particulier. Peut-être pas. Le veston glisse sur ses épaules, la porte s'ouvre, la nuit accueille. Dans la rue, la neige assèse. Les vitrines renvoient une ville lavée et fatiguée. Une auto noire approche. Avant d'entrer, il jette un regard en biais, cet angle précis qui lui a toujours permis d'embrasser les deux mondes, la façade et l'arrière-scène. Il sait qu'il n'a pas à choisir. Le chef, jusqu'au bout, sera celui qui tient le rideau, pas celui qui prend la lumière. Derrière lui, on range les tasses. Devant lui, une dernière tournée. Et au-dessus de tout, comme un drap tire sur une scène après la représentation, flotte la question que nous mènerons à la prochaine. Respiration, qu'emporte Théon quand on a vécu au milieu d'un cœur de femme, sans jamais en choisir une pour l'affiche? Une province, un silence, une manière. Tenez cette image. Nous la retrouverons quand nous parlerons des derniers jours, des bilans qu'on ne fait jamais en public, des héritages qui ne sont pas que des statues et des routes. Nous parlerons des voix qui, après lui, ont pris le micro, et des femmes qui, après lui, ont cessé d'attendre la permission. Nous parlerons aussi de cette étrange tendresse que le Québec garde pour ses vieux chefs, même ceux qui l'ont serré trop fort. C'est une tendresse critique, une mémoire contradictoire, un amour qui n'ose pas se nommer, à l'image d'un célibataire qui saluait les dames d'un ton parfait, puis retirait sa main avant que l'histoire n'y lise autre chose que de la galanterie. Imagine la lumière froide du nord qui s'étirait comme une lame sur la piste d'atterrissage. Le vent mord les joues, la tôle des hangars chante un peu faux, et la neige, en plein septembre, menace déjà de revenir, ne serait ce que pour rappeler aux hommes qu'ici, c'est la nature qui commande. Dans ce décor, un chef fatigue, mais têtu, descend les marches d'un petit avion. Il sourit. Il salue. Il y a cette politesse qui tient plus de l'instinct que de l'effort. On lui passe un manteau. On lui glisse une information, l'horaire, la réunion, les noms à ne pas oublier. Et, à une dizaine de pas derrière, une silhouette féminine qu'on ne nommera pas note tout du regard, la couleur des visages, la longueur des poignées de main, le temps que met l'air à devenir trop sec dans la gorge. C'est la dernière tournée qui commence, et personne ne sait encore que c'est la dernière. Sauf peut-être les lampes vertes, restées loin au sud, qui pressentent qu'elles ne verront plus ce front-là bien longtemps. Ici, au bout du monde québécois, la politique se fait avec des bottes et les cartes froissées. Les villages ont besoin de routes, d'hôpitaux, d'écoles. Les mines veulent la paix, les familles veulent des prix qui ne les étranglent pas. Et au milieu de ces demandes, un Premier ministre qui se s'est attendu comme un père sévère qu'on aime malgré soi. Il s'assoit, parle net, tranche vite, puis rallume l'allure d'un mot d'esprit, d'un coup d'œil complice. La scène, il la connaît par cœur. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est la fatigue qui s'invite sans prévenir, cette façon qu'a le souffle de se faire court comme une phrase qu'on n'a pas fini d'écrire. Autour de lui, des femmes, secrétaires, infirmières locales, organisatrices, resserrent le protocole, comme on retend la corde D. Une tente avant la bourrasque. L'une découpe le temps en tranches de 10 minutes. L'autre, sans bruit, remplace le café par du bouillon. Une troisième prend la parole à sa place pour une brève annonce, juste assez pour lui voler 30 secondes de répit. Elles ne font pas de miracle. Elles font mieux, elles gagnent la minute qui manque pour tenir encore. Il y a, ce jour-là,
un dit-il qu'on n'écrit pas dans les communiques mais que la mémoire retient. Un foulard serre sur une nuque, des doigts qui tremblent légèrement en attachant un bouton de par-dessus, attention à la marche. Chuchote presque dans le col. C'est rien, direz-vous. Mais c'est tout, le geste d'une affection tenue, d'une loyauté vieille de 10, 15, 20 ans peut-être. Tant d'années passées à reglaire l'éclairage d'une salle, à filtrer une rumeur, à éviter un piège, à baisser la voix au bon moment. Ce jour-là, le geste contient tout, la fin d'un rôle qu'on ne verra pas dans les livres, la dernière note d'une musique de chambre. Le chef parle encore. Il déroule son lexique familier, ordre, stabilité, autonomie, promesse tenue. Dans la salle, des hommes hochent, des femmes acquiescent, certaines s'impatientent. Les jeunes veulent plus vite, les anciens fièrement, comme avant. Des mains se lèvent, des questions tombent, l'école, la clinique, la route. À chaque réponse, l'art de Maurice, précisé, personnalisé, refermé. Quand la séance finit, il se lève trop vite, une paume, discrète, appuie un coude. Doucement. Ce mot-là, il l'a entendu 1000 fois dans sa vie, jamais avec cette gravité. La nuit descend sur le nord comme un rideau lourd. Dans une chambre anonyme, la fenêtre vibre à cause du vent. On appose sur une chaise une chemise propre, une cravate, un dossier. Sur la table, de l'eau, un verre, 2 comprimes, et, plié en 2, un billet d'une écriture ronde, demain, 8h30, visite de l'école. Les dames attendent. Une initiale signe le bas, comme un clin d'œil. Il lit. Il sourit sans sourire. Il voudrait dormir. Il voudrait que tout tienne encore une saison. Il éteint. Et le noir, dans ces hôtels-là, ressemble à un couloir trop long où personne ne respire. Le matin, on sent tout de suite que l'air change de densité. Ce n'est pas un événement, c'est une intuition qui se faufile dans les gestes de ceux qui l'entourent. La cravate se met mal du premier coup. La main tremble, un peu. La blague, qui sort d'habitude nette comme une épingle, accroche. On accélérait l'horaire pour mieux le raccourcir. Une secrétaire avertit l'autre, tu prends le premier rang. S'il cherche du regard, fais le signe. On dirait une scène de théâtre où l'acteur principal connaît son texte, mais où la respiration de la salle change. Ce jour-là, la province avance sur la pointe des pieds sans le savoir. Quand la douleur cogne, et elle cogne, pas comme un coup de tonnerre, mais comme une main qui serre trop fort, c'est une femme qui reçoit le premier regard. Elle s'avance, sans panique. Elle a vu Céa. Elle a vu d'autres hommes, d'autres fois, s'agripper au bois d'une table comme à la vie. Elle pose un mot simple, asseyez-vous. Puis elle en dit un autre, respirez. On appelle, on court, on murmure des noms. La piste devient un théâtre d'ombre. Et dans ce théâtre, tout ce qu'il y a de plus humain en nous remonte, la peur, la dignité, le refus de s'abandonner. Lui lutte. Elles tiennent. Le temps, lui, décide. On ne raconte pas la suite pour faire pleurer. On la raconte parce qu'elle est la clé du personnage. Le chef qui a contrôle jusqu'aux virgules de sa légende s'en va dans un endroit où le décor échappait au metteur en scène. Pas dans la grande chambre, pas sous les lustres de pierre, mais dans une piste sobre où la lumière n'a que 2 allures, blanche ou grise. Sa mort n'est pas un scandale, c'est une finale logique de vie trop remplie. Et autour, les silhouettes qui l'ont accompagnent, secrétaires, organisatrices, femmes de tête et de devoir, ravalent leurs larmes pour finir le boulot. Il faut prévenir, écrire, ranger, renvoyer, remercier. Et dans cette prière laïque qu'est l'administration d'une fin, elles excellant une dernière fois. La discrétion, jusqu'au bout. Dehors, la nouvelle roule sur les routes comme un vent froid. Les journaux, d'abord hésitants, tirent leurs manchettes. Les radios, encore plus rapides, alignent les hommages. Les mots connus reviennent, chef, ordre, tradition, père de. Adversaire de. Et soudain, la province, qui le critiquait, qui le craignait, qui l'aimait parfois malgré elle, s'arrête un instant, comme on retient son souffle en se rendant compte qu'une grande piste de mobilier vient d'être retirée du salon. L'espace paraît plus large, il paraît aussi plus vide. On s'entend mal sans cette masse-là. Les obsèques deviennent un cours de civisme en accéléré. Fils qui serpentent, fleurs partout, visages qui n'ont pas dormi. Les hommes partent, les femmes tiennent la logistique du deuil.
On prépare des salons, on pose des rubans, on règle la température pour que personne ne s'évanouisse, on pense aux tasses et au sucre. Les couvents envoient des délégations. Les hôpitaux, une banderole. Les écoles, des dessins d'enfants. Une vieille dame au manteau trop grand déposait un bouquet avec un mot écrit en lettres hésitantes, pour les couvertures. Les caméras ne s'attardent pas sur elle. Mais il y a, dans ce geste, quelque chose qui fait plus pour la mémoire que 10 statues, la reconnaissance d'un service rendu à elle. Heure où personne ne regardait. Et puis, la politique, l'inévitable. Le trône est vide, les ambitions se réveillent comme des chats au soleil. Le pays se réorganisait à la vitesse des saisons. Dans les assemblées, on parle de moderniser, d'ouvrir, d'oxygéner. Les mots changent, planification, laïcité, réforme. Les jeunes prennent les micros, des femmes prennent la parole autrement, chroniqueuses, professeurs, avocates, organisatrices, bientôt députées. La valse accélérait, la lumière entre par des fenêtres qui avaient été fermées. On appellera ça autrement, plus tard, avec un nom vaste. Mais sur le coup, c'est surtout un sentiment, on respire, on s'ébrouait, on essaie. Et dans ce grand mouvement, l'ombre du chef continue de se projeter sur les murs non pas comme une menace, mais comme un point de comparaison. On s'affirme contre, on s'affirme à côte, on s'affirme grâce à. Que reste-t-il, alors, de Duplessis et les femmes, quand la poussière retombe? Reste une carte des gestes. Les gestes visibles, bourses, subventions, appui à des œuvres, visite au couvent, salut aux comités paroissiaux. Les gestes invisibles, un coup de fil à l'aube, une enveloppe timbrée prête à partir, un siège réservé en loge pour une directrice. De cœur, un bouquet qu'on redirigeait vers une salle pédiatrique, un regard qui dit « merci » sans les mots. Reste aussi une méthode, ne jamais écrire ce qui peut être dit, ne jamais dire ce qui peut être compris, ne jamais laisser une situation devenir une histoire. C'est plus qu'un style, c'est un code. Et ce code, dans une société qui change, a l'air tantôt élégant, tantôt étouffant. On peut, avec le recul, reprocher beaucoup à cet homme, la dureté, la lenteur, les cadenas, la tolérance pour des injustices qu'un autre aurait affrontées. On peut aussi, sans l'excuser, reconnaître l'intelligence sociale avec laquelle il attise des alliances de chair et d'os, surtout. Avec celles que l'histoire léguait souvent au bas de page. Les religieuses qui faisaient tourner des hôpitaux avec des budgets impossibles. Les institutrices qui maintenaient des classes debout à force de volonté. Les maires de comités qui organisaient tout ce que l'État n'organisait pas encore. Les artistes qui donnaient une voix au pays quand la gorge se serrait. Il ajoute de ses forces, parfois pour le meilleur, parfois pour l'ordre d'abord. Et elles, en retour, l'ont soutenu, tempère, protégé, entretenu, maintenu. Il y a là une danse dont aucun des deux partenaires ne sort entièrement innocent ni entièrement coupable. C'est la chorégraphie d'un siècle. On se demande souvent s'il a eu des amours. Des grandes, des véritables, des, avec un A, qui bouleversent la trajectoire. Les rumeurs, ces oiseaux qui ne s'attachent à aucune maison, on vole bas et on tend. Elles n'ont jamais atterri. Ce qu'on peut dire sans mentir, c'est qu'il a connu des affections. Des attachements brefs, bien gardes, parfois tendres, toujours subordonnés à grande mécanique. Ce qu'il a choisi, au fond, c'est une famille horizontale, un réseau de loyauté, de proximité, d'affection, où les femmes ont pris une place essentielle, non pas comme histoire, mais comme pôle de stabilité. C'est moins romantique que romanesque, plus humain que flamboyant. C'est fidèle à son masque. Et si l'on veut aller plus loin, on peut poser cette hypothèse, pas pour trancher, mais pour comprendre. Chez Duplessis, le célibat n'a pas été un manque, il a été un instrument. L'outil d'une liberté, se déplacer à la seconde, dîner où l'agenda l'exige, éviter les angles morts d'une vie familiale que l'époque aurait scruté au microscope. L'outil d'une image, le père public des familles privées. L'outil, enfin, d'un secret qui lui appartenait, dans une vie où tout était public. Les femmes qui ont navigué autour de cet outil ont compris l'esprit du jeu, offrir de la chaleur sans brûler, donner de l'élan sans exiger le titre, préserver la dignité de tous. Elles ont acceptent, discutent, parfois refusent. Elles ont composent. Et grâce à elles, l'image a tenu, pour le meilleur et pour la partie la plus discutable de son héritage. Parlons justement d'héritage. Les routes, les hôpitaux,
les écoles, tout cela figure au bilan comptable. Mais il y a aussi un héritage de gestes qui appartiennent aux femmes et qu'on mesure rarement, l'ascenseur vert que l'on a maintenu. En fonction dans une aile d'hôpital parce qu'une sœur a tenu tête à un entrepreneur, la bibliothèque d'une école rurale sauvée par une institutrice et un chèque émis entre deux vols, le chœur paroissial qui a tenu une tournée parce qu'une directrice a su parler au chef dans la langue qu'il atteignait, la précision, la nécessité, la promesse de résultat. Ce sont des traces fines, comme les coutures d'un manteau ancien, on ne les voit pas, mais sans elles, tout craque. On aurait envie, maintenant, d'un grand verdict. Mais la vérité préfère les nuances. Le Québec, qui arrive après lui s'émanciper, se dispute, s'enhardit. Les femmes sortent des coulisses, montent à la tribune, prennent le micro, écrivent la partition. Certaines renient ce qu'il représente, d'autres, paradoxalement, reconnaissent ce que son ordonnancement a permis d'éviter pendant un temps. Entre le « pour » et le « contre », il y a un espace peu glamour, mais vrai, l'ambivalence. On peut être reconnaissant pour une couverture un hiver dur et exigeant sur la liberté qu'on a trop serrée. On peut dire « merci » à des mains qui ont soutenu un hôpital et « jamais plus » à une police trop obéissante. On peut aimer la finesse d'un compliment et refuser la lenteur d'un siècle. C'est ainsi qu'avance un peuple, en gardant plusieurs vérités dans la même piste sans les faire s'entuer. Et lui, dans tout ça? L'homme, pas le buste. On imagine, permettez le théâtre intérieur, une fin de journée qui recommence quelque part, dans un lieu qui n'existe plus. La lampe verte. Le veston sur le dossier d'un fauteuil. Le bruit d'un chapelet qu'on pose à côté d'un verre d'eau. Une porte qui s'ouvre, un parfum léger, un « M ». Le Premier ministre. Il relève la tête, répond d'un regard qui dit « oui ». On énumère 3 choses à Roegler, 2 qu'il refuse, une qu'il accepte. On sourit. On ramasse les papiers. On referme. Et le silence, ce vieil ami, s'assoit sans faire de bruit. C'était sa vie, l'entre-deux des portes. C'est aussi, paradoxalement, ce qui l'a rendu inoubliable. On se rappelle moins les lois que la manière. Moins les discours que le timbre. Moins les grands soirs que les petites attentions. Et dans ce « moins », c'est cache un « plus » durable, une empreinte. Le rideau tombe. Pas avec fracas, avec ce petit souffle que font les tissus lourds quand on lâche la corde. Dans la salle, on se racle la gorge, on cherche son manteau, on replace une écharpe. On dit des banalités qui veulent dire « on se souviendra ». En sortant, on croise un groupe de femmes qui plient des nappes, ramassent des verres, éteignent des néons. L'une d'elles, cheveux gris, joue d'un trousseau de clés comme d'un carillon. Elle lâche, à mi-voix, ça va faire du changement. Son ton n'est ni joyeux ni amer. Il est exact. Et c'est le mot final qu'on cherchait, exact. C'est peut-être ce que la province a toujours su faire de mieux, tenir ensemble la reconnaissance et la critique, l'affection et la volonté d'autre chose. Duplessis, avec ses ombres et ses lumières, en est l'exemple parfait. Alors, qu'emporte-t-on de ce récit, Maurice Duplessis et les femmes, épouses manquantes, amantes possibles, intrigues de velours? On emporte une manière de regarder l'histoire pas par les vitrines, mais par les coulisses. Une manière d'écouter les pas qui ne font pas de bruit. Une manière de mesurer un pouvoir à l'aune des silhouettes qui l'on garde droit. On comprend que, si l'homme fut de pierre en plein jour, c'est parce qu'un cœur discret de femme lui offrait, la nuit, une charpente de gestes. On comprend aussi que ce cœur, à force d'exister, a fini par réclamer sa propre lumière. Et c'est très bien ainsi. La province a gagné en souffle ce qu'elle a perdu en mystère. Les secrets ne nourrissent pas longtemps, la parole, oui. Alors, imaginez pour finir une image simple, presque vide, une photo en noir et blanc d'un corridor d'hôtel. À gauche, une porte capitonnée. À droite, une autre. Au centre, une moquette qui avale les pas. Tout au bout, une petite fenêtre carrée qui laisse entrer un rectangle clair. On ne voit personne. Mais si on tend l'oreille, on croit entendre une phrase familière, dite d'une voix tiède, avec ce sourire en coin qui a fait et défait. Tant d'allégeance, mesdames, merci. Et dans ce merci, un siècle tient en équilibre.